Comment en finir avec ces refus d'obtempérer? Comment réinstaurer l'autorité? La justice ne fait-elle pas son travail? Ce sont des questions que l'on se pose évidemment ce soir. Ces refus d'obtempérer qui malheureusement font l'actualité. Évidemment, la mort de ce gendarme victime de ce type d'acte lundi, cette petite fille qui est entre la vie et la mort après avoir été renversée par un deux roues. Évidemment, on va en parler. On a très envie d'entendre Georges Fenech et Rachel Kahn qui sont dans ce studio. Mais d'abord, Aurélie Laroussi, vous êtes présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère et auteur de l'ouvrage Putaflic, l'enfer quotidien des familles des forces de l'ordre. Je voudrais peut-être vous entendre. Bonsoir Aurélie Laroussi. Bonsoir. Je voudrais peut-être vous entendre d'abord sur les mots qui ont été prononcés par la veuve d'Éric Comines, donc de ce gendarme tué à Mougins lors d'un refus d'obtempérer, qui estime que la France a tué son mari par son laxisme judiciaire. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Ces mots sont très forts. Évidemment, on a tous été bouleversés par les mots de la veuve d'Éric Comines. Aurélie Laroussi, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, ces phrases, ces mots très forts? Ben déjà, on s'est toutes retrouvées. Je m'entends, heureusement. Je n'ai pas que des veuves et je pense qu'il y a que le vivant, malheureusement, qu'on peut le comprendre. Mais ces mots sont tellement forts que on peut être que solidaire, que approuver la totalité de ce qu'elle a dit, le laxisme judiciaire, l'incompétence. Enfin, tout est vrai dans ce qu'elle a dit et elle a dit ça avec une force et un courage qui nous a toutes laissé, comme on a dit, sans voix. Elle a tout dit. Elle a tout dit avec justesse, avec calme, non, on a été vraiment un petit peu ébahis. C'est vrai que nous, on parle beaucoup depuis des années dans les médias, mais ce terme-là, la France a tué mon mari. On n'aurait pas fait mieux. Clairement, j'aurais pas fait mieux. Aurélie Laroussi, tout est dit. Tout est dit. Aurélie Laroussi, vous restez évidemment avec nous parce que je voudrais bien entendre Georges Fenech. Évidemment, je me tourne vers vous. Pardon Rachel, mais vous êtes ancien juge d'instruction. La France a tué mon mari par son laxisme judiciaire. La justice est pointée du doigt. On l'a également entendu dans le journal. On a le sentiment, est-ce la réalité? Je vous pose la question. Aurélie Laroussi, vous êtes avec nous. Est-ce que la justice n'applique pas la loi assez fort? Est-ce qu'on n'a pas assez de levier pour faire respecter la loi et sanctionner ces auteurs? Dans ce cas précis du gendarme Comines, on voit bien qu'en réalité, l'individu avait déjà été condamné à 10 reprises et pour des faits de violence routière quand même caractérisés. Il n'a jamais fait un jour de prison. Il a eu un petit bracelet électronique pendant un certain temps. Donc on voit bien qu'il y a un manque de fermeté, effectivement, de la justice. Mais vous l'expliquez comment, vous qui avez été dans les rouages de la justice? Parce que ce sont des comportements criminels, là, véritablement. D'ailleurs, la qualification, c'est homicide, c'est un meurtre, homicide volontaire, avec arme par destination, qui est un véhicule. Il faut bien faire cette distinction entre les accidents de la route, la mortalité routière. Il y a plus de 3000 morts par an en France, qu'on a fait baisser. Moi, je me souviens des années 70, on avait 16 000 morts par an, et puis la répression, le radar, les permis à points, etc. Aujourd'hui, on a divisé par 4 le nombre. Là, maintenant, on est dans autre chose. On n'est pas uniquement dans la conduite maladroite, l'excès de vitesse, on est dans autre chose. Quand un jeune prend une moto, fait du rodéo, il a un comportement dangereux. On a des exemples tous en mémoire. On se souvient des rodéos même dans des surfaces commerciales. On défie l'autorité sur la place Bellecour à Lyon. On défie l'autorité et des accidents se produisent. C'est pas un accident accidentel, si je puis dire. C'est un accident qui a été provoqué par un comportement. Et on se souvient tous du cri aussi de Yannick Aleno, mort de son fils par un jeune qui avait volé voiture, qui était sous l'emprise de stupéfiants, qui avait déjà été condamné, qui attendait d'être jugé, lenteur de la justice. Et là, on est dans un comportement de nature un peu plus criminelle, voyez-vous. Et donc c'est là qu'on se sent vraiment en compassion totale avec cette femme de gendarme, avec tous celles aussi et d'autres qui ont vécu cela,
parce que il y a une défaillance, on peut le dire, des pouvoirs publics et de la justice qui n'est pas suffisamment dissuasive pour ce genre de comportement, même si, j'en termine par là, même si on a créé un délit spécifique de refus d'obtempérer, même si on a créé des brigades spécialisées, même si de temps en temps, heureusement, il y a des peines fermes qui sont prononcées, il y a encore vraiment un vaste chantier à mener. Aurélie Laroussy, vous êtes toujours avec nous. Et évidemment, j'imagine que vous partagez peut-être ce que dit Georges Fenech. Est-ce que vous êtes présidente de cette association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Je voudrais que vous témoigniez aussi par ce que vous avez vécu, ce que vivent ces femmes qui sont autour de vous. Est-ce que c'est une angoisse quotidienne et de savoir que vos époux, vos conjoints, vos compagnons vont sur le terrain avec ce risque et qu'aujourd'hui on a le sentiment que l'autorité est bafouée et que les auteurs terribles qui commettent ces faits terribles n'ont plus de respect donc pour l'autorité et de fait pour vos maris ou vos conjoints. Mais je vais déjà commencer par vous donner un exemple très concret. J'ai une de mes membres qui est malheureusement veuve d'un policier qui est mort suite à un refus d'obtempérer. Donc on est tout à fait dans le même cas que Monsieur Comin. Et ça a été jugé. Donc en fait, ce qui a été retenu, c'est déjà agression volontaire. Déjà, ça, c'est pas possible pour nous. Agression volontaire. Enfin, il y a quand même une grosse différence entre un meurtre, il me semble, et une agression, d'accord ? Le mari décédé de ma membre, je peux pas les citer parce que elle a fait appel, il y a encore une instruction en cours et elle veut vraiment pas que son nom soit donné. C'est tout à fait compréhensible. Je vais le respecter. Mais en fait, il faut savoir que l'assassin, le chauffeur, appelez ça comme vous voulez. Vous savez ce qu'il a pris ? Non. Au tribunal, il a pris 12 ans. Il a seulement pris 12 ans. Et comme Madame Comin l'a bien dit, et elle a entièrement raison, avec les aménagements de peine, sous bonne conduite, parce que cet individu, il aura été sympa, vous voyez, et il va ressortir quoi dans 8 ans ? Il va faire 8 ans au final. Et on a une veuve, et on a des orphelins. Voyez. Et ça, ces qualifications-là, on ne peut plus, on ne les supporte plus, on ne veut plus les entendre. C'est pas possible, c'est plus possible. Il faut aujourd'hui que ce soit réellement qualifié comme tel, que la peine soit maximale. C'est-à-dire qu'on a un code pénal. Attention, on ne demande même pas de changer le code pénal, on ne demande même pas de revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tel crime, pour tel délit, le code pénal s'étend. En fait, vous avez toujours dans les procès entre la peine encourue et la peine prononcée. Mais il y a un écart entre ces deux, c'est plus possible. Et aujourd'hui, tout le monde sait très bien que renverser un flic, renverser un gendarme, ça coûte pas cher dans ce pays. Alors allons-y gaiement. Quel est le risque ? Franchement, quel est le risque ? Si peu que, heureusement, le policier ou le gendarme ne décède pas. Donc, c'est encore moins en fait. Parce que, comme une certaine partie de la gauche, c'est les risques du métier, c'est un accident du travail. Ça effectivement, oui, c'est l'Humanité qui a publié effectivement sur X. Ce sont les pères de nos enfants, les mères, parce qu'il y a quand même des femmes aussi. Oui. Et on peut pas entendre ça. C'est plus possible nous de voir partir nos maris, nos femmes le matin, en se disant, comme tous les couples, parce qu'on est quand même, les forces de l'ordre sont des couples comme tout le monde. Clairement, c'est le bisou avant de partir, bisou papa, bisou maman, à ce soir. Mais nous, c'est quotidien maintenant. Il y a quelques années, on n'avait pas cette peur quotidienne. Là, je dirais que c'est tous les jours, on se demande. L'angoisse quotidienne. Papa ou maman va rentrer ce soir. L'angoisse quotidienne, Aurélie Laroussy, c'est très fort, effectivement, et on partage, on imagine évidemment ce que vous pouvez ressentir. Vous citiez la gauche. C'est vrai que l'Humanité, Rachel Kahn, a publié sur X un post pour évoquer ce drame de Mougins et a évoqué un accident du travail qui recense les accidents du travail en France. Comment c'est vrai que cette publication, j'imagine, Aurélie Laroussy, je vous entendrai évidemment là-dessus tout à l'heure. Comment peut-elle être perçue ? C'est-à-dire qu'effectivement, en France, il y a des femmes qui peuvent perdre leur mari, et puis alors il y a la liberté de la presse, on ne la remet évidemment pas en question, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr, il y a la liberté de la presse, après il y a la liberté de tout un chacun.
on ne peut pas avoir comme titre l'humanité quand on fait un titre comme celui-là. C'est un titre d'inhumanité profondément. Après, moi, j'aimerais avoir vraiment une pensée pour cette veuve et aussi pour la famille de cet enfant entre la vie et la mort. Nous sommes tous orphelins. Lorsqu'il y a un agent des forces de l'ordre ou un agent du maintien de la paix qui meurt, nous sommes tous orphelins. C'est la République qui est orpheline dans ces cas-là, parce que cette personne-là, elle était là pour nous protéger. Et cet enfant, c'est l'innocence incarnée. Donc d'un côté, vous avez la paix, de l'autre, l'innocence, et on est tous bouleversés en tant que citoyens parce qu'on fait un et on fait corps par rapport à ça. Alors forcément, le titre de l'humanité est intolérable. Après, concernant le droit, concernant la loi, je pense qu'il y a quelque chose, moi, j'ai le sentiment que l'état de droit est en crise, que l'état du droit est en crise. Parce qu'en réalité, il y a une véritable guerre qui est menée contre la loi, une guerre qui est menée contre le droit et une guerre qui est menée contre nos humanités. Mais Rachel Kahn, comment expliquez-vous aujourd'hui, Aurélie Laroussi l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les délinquants n'ont plus peur. N'ont plus peur, les refus d'obtempérer, on vous dit de vous arrêter, vous ne vous arrêtez pas, il n'y a plus cette peur du policier. Comment on en est arrivé là ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, une crise de l'autorité, une envie de défier la loi, donc cette guerre contre la loi, et puis aussi un dogme et une idéologie qui est présente. Lorsque certains partis politiques n'arrêtent pas de vous dire que la police tue, des partis politiques qui sont en guerre contre la République, contre les institutions, contre la loi, en guerre contre tout ce qui fait la France, forcément il y a cette défiance. Et puis évidemment les réseaux sociaux. Lorsque ces délinquants, ces criminels sont valorisés sur les réseaux sociaux, ils s'en donnent à cœur joie, c'est abominable. Comment restaurer l'autorité, Georges Fenech ? Oui, je vais répondre, et en même temps je rebondis aussi sur ce qu'a dit Madame Comines, à savoir 1981 n'aurait jamais dû exister. Elle fait référence à un point de bascule, effectivement, puisque en 81 arrive la gauche au pouvoir, et surtout ses correspondants, c'est-à-dire ce syndicat de la magistrature qui existe depuis 1968 et qui prend le pouvoir, et qui dit à ce moment-là que la prison c'est très très mauvais, qu'il faut l'éviter à tout prix, et qu'il faut donc plutôt privilégier, faire tout pour la prévention en oubliant la répression. Et donc il y a un sentiment d'impunité, plus qu'un sentiment, il y a une impunité qui s'est installée dans le pays depuis 40 ans, donc ça date pas d'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, vous posez la question à Rachel tout à l'heure, pourquoi ces jeunes font des refus d'obtempérer ? Mais la prison, qu'est-ce que ça évoque pour eux ? Ils savent que quand ils arrivent en prison, de toute façon, il va y avoir un système d'aménagement de peine d'extrême largesse, et puis ils auront leur joint, comme d'habitude, puisque la drogue circule en prison, ils auront leur portable, comme d'habitude, puisqu'on saisit bon an mal an 50 000 portables par an, etc., etc. Comment voulez-vous, qu'il y ait que la récidive, on puisse lutter contre la récidive face à des jeunes qui n'ont plus peur de la prison, parce que ça ne fait plus peur. On va en reparler, on va continuer d'en parler. Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Vous restez avec nous, Europe 1, il est 19h30. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal Delatour-Dupin. Comment finir avec ces refus d'obtempérer ? Comment rétablir aussi l'autorité ? Nous sommes en train d'en parler depuis 19h15 dans Europe 1 Soir Week-end avec Georges Fenech, avec Rachel Kahn, avec Aurélie Laroussi, qui est présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. On évoquait la justice. La justice est-elle trop laxiste avec les délinquants? La prison n'est-elle pas assez ferme? Ce qui fait que ces délinquants n'ont plus peur de rien. C'est ce que vous disiez, Georges Fenech. Aurélie Laroussi, est-ce que c'est un peu votre sentiment? C'est ce que vous disiez avec beaucoup d'émotion tout à l'heure dans la voix. Vous nous expliquiez, mais nous, quand nos maris, nos compagnons, nos conjoints partent le matin... on ne sait pas s'ils reviendront le soir. Quoi. C'est ça, ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous vivez dans cette angoisse permanente. Et puis, il y a un gros problème, parce que certes, il y a un problème de cette justice laxiste. Il y a un deuxième point, c'est que nos forces de l'ordre aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Clairement. Mais pourquoi elles ne peuvent plus travailler? C'est-à-dire que, à la moindre interpellation, c'est eux qui sont incriminés. Enfin, c'est de suite le policier qui a tort. C'est lui qui se sent jugé, filmé. Hein. C'est vrai que ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Ces téléphones portables, ces réseaux sociaux. Alors,
certains vont me dire oui, mais c'est très bien en même temps qu'on puisse voir comment ils travaillent. Mais aujourd'hui, le policier est pieds et poings liés. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes, aujourd'hui, on va en arriver là. C'est-à-dire que je le dis souvent, c'est que bientôt, la France aura la sécurité qu'elle mérite. C'est-à-dire plus aucune. Aujourd'hui, un policier, il risque ou de se faire donc renverser, tuer toutes les 20 minutes, parce que c'est les chiffres qui sont tombés, on en est là, ou de se retrouver peut-être en garde à vue le soir même et de plus voir sa famille. Donc, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu l'affaire Naël, que tout le monde a entendu bien évidemment parler. Florian, il est resté des mois en prison, pour rien au final. Pour rien. Et aujourd'hui, donc, vous avez d'un côté, donc j'y reviens, la justice laxiste. Vous avez nos hommes, nos femmes, nos forces de l'ordre qui ne peuvent plus travailler parce que il y a toujours cette présomption de culpabilité d'office pour eux. Oui, ils doivent prouver leur innocence, c'est ça ce que vous dites. Et après, il y a aussi un autre point dont on parle pas assez, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire. Moi, vous voyez, j'ai ma sœur qui est surveillante depuis plus de 20 ans. Donc, je connais aussi derrière les barreaux. Et je sais aussi dans quelles conditions nos agents pénitentiaires travaillent. C'est-à-dire, ils travaillent dans quelles conditions? Que vous raconte votre sœur? Mais ils sont en sous-effectif déjà, clairement, parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que le détenu a plus de droits que le surveillant. C'est-à-dire, le détenu a plus de droits que le surveillant. Pourquoi? Il faut respecter sa dignité, il faut respecter, voyez, les droits de l'homme, tout ça. Il faut qu'il ait son confort, il faut qu'il ait lui accès à sa famille, à sa compagne. Vous voyez, là, par exemple, le monsieur là qui a tué monsieur Commun, quand il va être condamné, lui, il va avoir le droit, s'il a une compagne, j'en sais rien, s'il est marié, s'il a une compagne, ce monsieur, il va avoir le droit, lui, de recevoir sa compagne. Une fois par mois, une fois par semaine, enfin bon, ça sera à l'appréciation. Mais Madame Commun, elle, son mari, elle va plus jamais le revoir. Georges, je voudrais Aurélie Laroussi, je voudrais entendre Georges Fenech, ancien juge d'instruction, ce que dit cette dame sur ce point. Vous savez, la victime n'intéresse pas trop la justice. C'est fort ce que vous dites, Georges Fenech. La victime n'intéresse pas la justice, c'est-à-dire. Elle a un strapontin dans le procès. Est-ce que vous seriez capable, Rachel, par exemple, de me citer le nom d'une victime de Michel Fourniret? Absolument pas. Ou de Guy Georges? Non. Ou de Francis Hall? Non. Par contre, ceux-là, les noms que je viens de citer, oui. Parce que ce qui est intéressant pour la justice, c'est le criminel. Vous voyez, parce que pourquoi c'est intéressant? Non, mais les médias aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle de ces criminels. Il y a un jeu, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, dans cette idéologie, le criminel, c'est d'abord lui, la victime d'une société fondamentalement injuste, qui cause un petit peu ces discriminations et qui vont entraîner cette délinquance, cette criminalité. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est que lorsque deux pères de famille, dont les filles ont été assassinées, dont sa fille Pascale, assassinée, violée par Guy Georges à 20 ans, ça a été la première des victimes. Quand ces deux pères de famille ont créé une association pour lutter contre les tueurs en série, ils se sont retrouvés sur un mur des cons, dans un local syndical des juges, qui les ont traités de cons parce qu'ils essayaient de préserver les futures victimes. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'on a inversé les valeurs, quoi. Voilà, les victimes, elles passent un peu en pertes et profits. Sauf que ces victimes, elles ont un nom, elles ont un prénom, elles ont une vie, elles ont une histoire, elles ont une famille. Rachel Cagne, je voudrais vous entendre. Là aussi, c'est très fort ce que vous dites, Georges Fenech, c'est-à-dire qu'on a inversé les rôles, et à force d'inverser les rôles, on a basculé dans une société où tout est inversé. Tout est inversé, et c'est pour ça, justement, que l'état de droit est en crise. C'est-à-dire que normalement, l'état de droit, la base, c'est qu'il n'y a rien au-dessus des règles de droit. Il n'y a rien au-dessus d'un tribunal contre l'arbitraire. Mais là, on voit bien que d'un côté, il y a le tribunal, la justice, et par ailleurs, effectivement, les victimes sont mises de côté, si bien que, comme le disait cette dame, la peine sentimentale, la peine à perpétuité, elle est du côté de cette veuve. C'est cette veuve qui aura une peine immense à perpétuité, et non pas le criminel. Et par ailleurs, finalement, c'est cette société qui décide, une forme de tribunal populaire ou de meute, et on le voit sur les réseaux sociaux, qui inverse totalement, où finalement le bourreau devient la victime, et que l'état de droit va protéger
encore plus, c'est-à-dire de manière totalement radicale, à tel point, parce qu'au-dessus, on a aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui ne nous aide pas dans ce contexte-là, où on a été condamné aussi sur ces questions finalement des Très libertés souvent. fondamentales. Très souvent. Voilà. Donc, et qui finalement nourrit cette inversion totale des valeurs, si bien que les victimes n'arrivent pas, sont inconsolables déjà, et n'arrivent pas à se réparer parce que les bourreaux et les criminels ne sont pas punis à la hauteur de leurs crimes. Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage, celui de Virginie. Virginie, en 2021, eh bien son mari est victime d'un refus d'obtempérer. Il est policier de la BAC en Bretagne. Il est gravement blessé après ce refus d'obtempérer. Il a été interpellé rapidement, l'automobiliste, condamné à la prison. Mais vous allez entendre, Virginie, je voudrais aussi que vous réagissiez à ça. Elle estime que la réponse pénale est insuffisante. Il a été arrêté tout de suite après l'accident. Il a été condamné à 2 ans de prison, 1 an ferme et 1 an avec sursis. Et ce qui est lamentable, c'est que sur les 1 an ferme, il n'a fait que 5 mois. Parce que bonne conduite, alors parce qu'en France, si on est gentil pendant quelques mois, on vous réduit votre peine. C'est un peu un cinéma parce qu'ils font les pires bêtises. Ils savent très bien que voilà, si je me tiens tranquille, de toute façon, je veux faire que la moitié de ma peine. Et encore, nous, il a même pas fait la moitié. Nous, il n'a même pas fait la moitié. Georges Fenech, pardon, alors ça c'est quand même dingue. Il prend 1 an ferme, il fait 5 mois. Et c'est-à-dire que c'est un peu toujours comme ça. Et moi, je comprends la colère des victimes. Je comprends la colère d'Aurélie Laroussi, qui est avec nous, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Pourquoi les peines ne sont-elles pas appliquées en France ? Je pense qu'il y a un vaste chantier qu'il faudra un jour ou l'autre ouvrir, c'est celui de l'aménagement des peines. Il faut préserver le principe. Mais pourquoi les peines ne sont pas appliquées ? 1 an ferme, c'est 1 an ferme. Parce que, si vous voulez, on a un système d'une extrême largesse dans l'individualisation de la peine. Bien sûr qu'il faut appliquer la peine, il faut l'individualiser, on est tous d'accord. Mais entre individualiser et dévitaliser totalement la peine, il y a quand même un juste milieu. On a un système en France qui consiste à dire, voilà, il y a un tribunal collégial qui a prononcé une peine d'1 an ferme, en public, transparent. On envoie ensuite le jugement à un juge qui est tout seul dans son cabinet, qui s'appelle le juge d'application des peines, va détricoter dans le secret de son cabinet une peine qui a été prononcée publiquement et qui fera de 1 an, il en fera un bracelet électronique, une semi-liberté, il en fera ce qu'il voudra. Voyez-vous ? Donc c'est ce système-là qui a enlevé, vous savez, c'est Beccaria qui disait au XVIIIe siècle, criminologue italien célèbre, qui disait, ça n'est pas le montant de la peine qui fait peur aux délinquants, c'est la certitude qu'il va exécuter la peine. Or, les peines, quand elles sont peu ou prou prononcées aujourd'hui, elles ne sont pas exécutées, soit par un système d'aménagement des peines extrêmement large, par exemple, pour quelqu'un qui a été condamné à 10 ans de réclusion. Allez, 10 ans de réclusion, c'est déjà 3 mois de réduction par an. Donc, vous faites le compte. Et en plus, vous avez, si vous passez un ceci, si vous passez un diplôme, et au final, quelqu'un qui a été condamné à 10 ans, au bout de 4 ans, peut sortir de prison. Rachel Kahn, j'ai une question qui paraît dingue, pardon, mais on fait comment pour inverser la vapeur là ? Parce qu'on a l'impression que c'est une machine qui est lancée depuis des années, des dizaines d'années. Je sais même pas. Peut-être que vous avez un point d'ancrage, un point de début de cette mentalité où il faut protéger tout le monde. C'est vrai que voilà, on est le pays des droits de l'homme et on en est très fiers. Donc il n'est pas question de revenir là-dessus. Il est juste question de rendre justice aux victimes. Comment faut-il inverser aujourd'hui la vapeur ? Par quoi on commence ? Mais pour moi, il y a plusieurs endroits, peut-être, parce que je vous ai beaucoup parlé d'état de droit, parce que pour moi, c'est la valeur fondamentale. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne remonétise pas ce qu'est la loi et ce qu'est l'état de droit, donc c'est une opération de communication et de transmettre aussi la citoyenneté. Mais qui va s'occuper de ça ? Qui ? Normalement, nous, c'est-à-dire à tous les endroits. Je pense qu'à la fois au niveau des élus, des responsables politiques, à chaque fois justement qu'il y a un responsable politique qui arrive à manifester et crier avec d'autres personnes qui crient « tout le monde déteste la police », ça par exemple, ce responsable politique doit être... en tout cas, doit avoir une sanction très forte. Rachel Kahn, juste un mot. Rachel Kahn, la veuve d'Éric Comines, a dit que tout a basculé en 1981, sous-entendu avec l'arrivée de François Mitterrand. On va en reparler dans un instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, peut-être qu'au niveau de l'état de droit,
et de l'application, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je peux vous faire toute... Ah bah voilà. On va en reparler. Je peux vous faire la série. Hein. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Donc, je peux vous la faire, la Oui, c'est suppression de ceci, la Alors, suppression de cela. on va y revenir, c'est très intéressant. C'est Ouais. très intéressant. On va y revenir, mais d'abord, il est 19h44 sur Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Et nous sommes toujours avec Rachel Kahn, essayiste et écrivaine, Georges Fenech, ancien juge d'instruction dans ce studio d'Europe 1. Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, est également avec nous. On évoquait un point juste avant l'essentiel de l'actualité, un point très intéressant, la bascule de 1981. La veuve d'Éric Comines, ce gendarme tué à Mougins lors d'un refus d'obtempérer par un multirécidiviste, dit... Et elle a eu ces mots très forts, hein, la France a tué mon mari par son laxisme judiciaire. Elle dit que le point de bascule, c'est 1981. Donc on traduit l'arrivée. Je vois Georges Fenech me dire, il disait juste avant la pause, j'ai une liste de doléances, j'ai une liste de faits. 1980, la bascule. Vous êtes d'accord ou pas, Georges? Robert Badinter, Place Vendôme. Quelle année 1981, d'un trait de plume, simple circulaire, il va abroger la loi sécurité-liberté de Perfit, qui était une loi équilibrée avec de la répression. Il abroge. Et tout d'un coup, on va mettre en place des hommes, des femmes, qui sont issus d'un courant idéologique et qui sont convaincus, persuadés que le crime est un sous-produit de la misère. Donc c'est une dialectique marxiste. C'est-à-dire qu'il y a toujours des explications. C'est-à-dire que ce sont les causes sociales du crime. D'ailleurs, ça a coûté cher à Lionel Jospin 20 ans plus tard, puisque lui, il avouera qu'il avait cru qu'en faisant reculer le chômage, il ferait reculer la délinquance. Deuxième tour, il est éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. Donc arrive cette et déjà, Place Vendôme, moi je me souviens, un certain Bernard Deleplace, qui était patron des syndicats de police, de gauche, qui va les voir en disant: ça, je ne pourrais pas vendre ça à mes troupes, hein. Ça ne marchera pas avec nous. Et vous aviez une manifestation des policiers sur la place Vendôme en 1982, déjà à l'époque, si vous voulez. Et vous avez ce courant idéologique qui est porté par des hommes d'une intelligence extraordinaire, qui vont mettre en théorie la défense sociale nouvelle de Marc Ancel, avec la fameuse harangue, en ces années-là, d'Oswald Baudot, le juge, qui dit à des jeunes magistrats qui vont prendre leurs fonctions: soyez partiaux, soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police, du plaideur contre la justice. On a installé un système de déconstruction du système répressif, pierre par pierre. Et aujourd'hui, on en subit les conséquences. Et ça fait plus de 40 ans. Oui. Et ça fait plus de 40 ans, Rachel Kahn. Oui, comment fait-on pour réparer ? Oui, absolument, mais parce que ceci se conjugue avec un autre problème, qui est le problème de la prévention. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une école où on ne peut plus, en fait, apprendre ce qu'est la citoyenneté, ce que nous sommes en tant que pays, c'est-à-dire que dans notre corpus, il y a des droits, mais aussi des devoirs. À partir du moment où l'autorité de l'instituteur décline, eh bien, forcément que l'autorité de la justice, l'autorité du policier décline également. Donc, en fait, c'est un tout. Et je crois que c'est finalement les deux faces d'une même pièce. Si vous permettez, oui. Que ce soit bien compris ce que j'ai dit, je ne dis pas qu'il faut faire que du tout répressif ou du tout carcéral. Non, une politique pénale, ça repose sur ces deux pieds. Absolument. La prévention et la répression. Mais si vous ne faites que de la prévention, ça ne marche pas. Bien sûr. Si vous ne faites que de la répression, ça n'a aucun sens. Complètement. Mais Sauf que la gauche, effectivement, a oublié la répression. Et la prévention. Je dis les deux. On a mis beaucoup de milliards dans la politique de la ville. On a mis beaucoup. Oui, mais au niveau de l'éducation, moi, je milite véritablement pour éduquer nos enfants, c'est-à-dire sur le code de la route, par exemple, que les policiers viennent dès la maternelle à l'école. Mais ça se fait dans les écoles, les policiers qui se déplacent. Peut-être pas assez, mais ça se fait dans les écoles, les policiers qui viennent échanger avec les élèves. Comment consacrer l'autorité de l'uniforme dès le plus jeune âge? Je pense que dès le plus jeune âge, il est important de le faire. Et je pense qu'il y a eu les deux, en fait, Georges. C'est-à-dire à la fois répressif, éducatif, préventif, et que ça a été un déclin, et que forcément aujourd'hui, on crache sur l'état de droit. Mais Rachel Kahn, moi c'est terrible parce que je suis une maman, peut-être vous aussi vous êtes une maman, on est tous parents, on se dit mais mon Dieu, dans quel état on est? Grands-parents. Les grands-parents, bravo. Bravo Georges. Non mais je me dis mais comment fait-on? Nous on a éduqué ça, on a appris à nos enfants à respecter le professeur, à respecter l'uniforme quel qu'il soit. On a l'impression qu'on repart de zéro, qu'il va falloir reconstruire
pierre par pierre. Ouais. Mais ça va prendre combien de temps? C'est-à-dire qu'en clair, on a mis 40 ans pour tout déconstruire, on est arrivé à un point de non-retour, point d'interrogation, il va falloir reconstruire, ça va prendre 40 ans? C'est la C'est ça question. Au moins 20 ans. La question. 20 ans, vous dites, Rachel Kahn? Une génération. 20 ans, Une génération. Le vrai défi pour notre société, c'est effectivement les mineurs, c'est les enfants. C'est là que ça se passe. Regardez, par exemple, les émeutes de l'été dernier, la moyenne d'âge, c'était 17 ans. C'est des mineurs. Ce sont des mineurs, donc on n'a pas su les prendre en charge. Dans la répression et dans la prévention sur les mineurs, nos jeunes, nous sommes responsables d'eux. Et d'avoir des peines qui sont mises en œuvre, des peines effectuées, c'est aussi les protéger. C'est-à-dire que dès qu'ils les violent la loi, les punir, c'est aussi les protéger, notamment des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Y compris les mineurs. Absolument. Oui, Quand on compris aime les ses mineurs. enfants, on les sanctionne. Si on les aime pas, on s'en occupe pas. Non, mais ça c'est sûr, mais vous Voilà. avez raison. Genre, il faut fixer des limites et les Faut enfants fixer des limites. ont besoin d'avoir des limites qui soient fixées. C'est vrai qu'on voit beaucoup de mineurs délinquants maintenant qui ont 12 ans. Enfin, c'est même Exactement. pas de l'adolescence, c'est de la préadolescence, Commettre 12 ans. des viols, C'est des meurtres à coups de épouvantable. Kalachnikov Non, à non, 13-14 mais ans. Moi, c'est j'avais jamais épouvantable. vu ça. Et Non. puis, il y a quand même un autre phénomène aujourd'hui qui est connexe avec plein d'autres choses au niveau national et international, c'est cette guerre contre la vérité. La qualification juridique dont parlait cette dame, lorsqu'il s'agissait véritablement d'un meurtre et que finalement on qualifie autrement le fait que ce soit un accident ou je ne sais quoi, le fait aujourd'hui qu'on ait eu des manifestations sur, par exemple, la vérité pour Adama, alors qu'on sait très bien que ce qui se passe pour la vérité pour Adama, quand on regarde le réel, c'est tout autre chose que le récit qui nous est livré sur les réseaux sociaux et autres de cette idéologie délétère qui fracture notre société. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers à ouvrir pour que le droit soit consacré et mis en œuvre. Je voudrais entendre Aurélie Laroussi, vous êtes toujours avec nous, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. C'est vrai qu'il y a toute une éducation à refaire de nos enfants, réinstaurer l'autorité, parce qu'on a un peu le sentiment aujourd'hui, mais c'est terrible, parce que quand je vous écoute, on se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il faut reconnaître qu'on a perdu la bataille. Vous avez aussi ce sentiment, Aurélie ? Oui. Et je vais revenir sur l'idée de faire intervenir nos forces de l'ordre dès la maternelle, parce que nous l'avions proposé il y a déjà quelques années. On avait donné l'idée. Parce qu'aujourd'hui, comme disait M. Fenech, on a un gros problème avec les mineurs. Et ça, c'est ce que nos forces de l'ordre nous font beaucoup remonter. C'est un gros problème, les mineurs. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis policiers, des grands, des CRS, beaucoup évidemment. Donc un CRS, c'est quand même grand, imposant, vous avez la tenue, vous avez l'uniforme. Et beaucoup me disent, mais Auré, on a des gamins de 12 ans, 10 ans, 12 ans, qui nous regardent et qui nous disent, mais et alors tu vas nous faire quoi, toi? Tu vas nous faire quoi? Non, mais c'est dingue ce que vous racontez, Aurélie Laroussi. Mais qui sont les parents, Aurélie Laroussi, qui sont les parents de ces gamins, parce que c'est des gamins de 10-12 ans, qui sont les parents de ces gamins de 10-12 ans, puisque semble-t-il, c'est devenu la norme. Mais à qui parle-t-on exactement? Qui sont les parents? Est-ce que vous le savez, Aurélie Laroussi? Ah ben non. Non, mais le profil des parents, le profil des parents. Je savoir, j'aimerais d'ailleurs, avec certains, en parler. Ce sont, je pense, des parents un petit peu démissionnaires dans certains quartiers, évidemment. Ça, c'est sûr, démissionnaires, c'est sûr. Que d'autres, voilà, on va pas se le cacher. Mais et alors il y a ce sentiment, donc les gamins, parce que c'est des gamins, c'est des gosses. Enfin, moi, je suis maman aussi, comme on disait tout à l'heure. Je crois qu'on est tous parents. Ben oui. Ça reste des gamins. Enfin. Mais Aurélie Laroussi, cette haine de l'uniforme. Les parents sont démissionnaires, donc on a tendance à se dire, allez, ça va être l'école qui va faire un peu le job, même si évidemment l'éducation nationale n'est pas là pour ça. Aurélie Laroussi, cette haine de l'uniforme, cette haine de la France pour certains, est-ce que de ces gamins, parce que là on va parler des enfants de 10-12 ans, moi, je vois à quoi ça ressemble, c'est haut comme ça, 10-12 ans, Comment les forces de l'ordre, c'est vrai que c'est très compliqué, comment les forces de l'ordre, d'après les témoignages que vous avez, évidemment, appréhendent ces gamins, parce qu'ils sont mineurs, comment les cadrent-ils, comment arrivent-ils à les cadrer quand ils se retrouvent dans cette difficulté, justement, de les appréhender ou de les empêcher de faire quelque chose de mal? C'est que le policier sait très bien déjà qu'en face de lui, il a un mineur, et qui ne peut strictement rien faire et rien dire. Donc, vous savez, on entend sans rien souvent, dire. La police tue, la police est violente, mais je peux vous assurer que nos forces de l'ordre ont un sang-froid, restent d'un calme. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, en fait, au final, parce que ils restent calmes, parce que déjà ils savent très bien
les risques qu'ils encourent s'ils ont un mauvais terme, un mauvais geste, voilà, parce que moi j'en ai beaucoup qui me disent, mais Aurélie, ça pourrait être nos gosses, on s'est tous énervés après nos enfants, il faut être honnête. Ils ont envie, parce que en plus c'est souvent mais des ils n'ont enfants pas les moyens. Effectivement, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent rien dire, effectivement, parce que ces enfants sont de jeunes mineurs. Merci infiniment Aurélie Laroussi d'avoir été en direct avec nous, Georges Fenech. Merci Rachel Kahn. Merci infiniment. Merci Pascal. D'avoir été dans ce studio.